Bonjour et bienvenue dans la revue de presse, hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 11 novembre 2022. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Ce que les Français attendent du live commerce, à lire sur Co-Marketing News. Logistique, les nouveaux standards à l'épreuve du dernier kilomètre, à lire sur e-commercemag.fr. Carrefour, Alexandre Bompard présente son plan de conquête pour 2026, à lire sur LSA. Sarenza, racheté par le groupe Beau Manoir, à lire sur e-commerce mag. Et enfin, Made en faillite, vers l'achat par le groupe Next, à lire sur siècledigital.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message. Avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Ce que les Français attendent du live commerce, à lire sur comarketing-news.fr en date du 3 novembre. Le live commerce est devenu un véritable canal de vente, porté notamment par l'approche direct consumer, recherchée par les marques et les consommateurs ces dernières années. À travers une étude réalisée en partenariat avec Opinionway et Episto, iAdvise rappelle que le live commerce n'en est qu'à ses débuts en France et mérite tout l'intérêt des marques. Principaux enseignements de l'étude, 41% des répondants ayant visionné le live shopping ont déjà réalisé un achat grâce à cette expérience. 67% des spectateurs y consacrent entre 6 et 20 minutes et plus. Le temps d'attention alloué au live est bien supérieur à n'importe quelle publicité traditionnelle. Les consommateurs attribuent la note moyenne de satisfaction de 5,9 sur 10 à leur expérience de live commerce. Le live commerce a un potentiel chiffre d'affaires de 35 milliards de dollars. Le live commerce, également appelé live shopping, est une expérience vidéo en direct dans laquelle une marque présente une nouveauté, produit ou offre commerciale avec possibilité d'achat immédiat de façon interactive. Si ce canal de vente se développe de plus en plus en France, les projections estiment que le live commerce gagnera d'ici à 2024 un chiffre d'affaires global de 35 milliards de dollars, soit 2 fois plus qu'en 2022. Les Français découvrent ce canal de vente. 50% des répondants ont visionné une session de live shopping par hasard en naviguant sur les réseaux sociaux. Les Français révèlent être 15% à avoir déjà assisté à un live shopping. C'est peu comparé par exemple aux plus de 69% de Français qui déclarent avoir réalisé un achat sur Internet en 2021. Et c'est à la fois significatif compte tenu de l'arrivée récente du phénomène en France. 71% de ces spectateurs souhaiteraient renouveler l'expérience. Loin d'être réservé aux générations Z et millennials, le live shopping se développe de plus en plus. Tout le monde recherche une information produit la plus enrichie possible et pour cela la vidéo est désormais primordiale. Grâce au live shopping, l'expérience d'achat devient immersive, interactive avec des possibilités de personnalisation du messaging. Plus qu'une tendance, c'est un réel changement de mode de consommation qui s'installe. C'est la citation de Benoît Cizeron, le VP Live Commerce d'iAdvise. L'interactivité et l'expérience au cœur des attentes des consommateurs. Interrogés sur leurs expériences de live commerce et leurs attentes, les sondés sont critiques sur l'offre actuelle. Ils attribuent la note moyenne de satisfaction de 5,9 sur 10. Les consommateurs souhaitent retrouver davantage ce qui différencie le live commerce des autres canaux de vente, l'interactivité et l'expérience et l'expertise en direct. La présentation du produit par un expert ou un influenceur arrive en tête du motif de satisfaction, confirmant le besoin d'expertise apporté par le live commerce. La possibilité de poser des questions et d'avoir des réponses en live arrive en seconde position, rappelant l'échange obtenu avec un conseiller en magasin. Au-delà de ces deux principaux points, iAdvise a demandé de façon ouverte aux répondants ce qu'ils attendent du live commerce.
28% souhaitent plus d'interaction, questions-réponses, discussions entre l'animateur et un consommateur. 23% veulent une information claire. 19% désirent une animation très qualitative. Et enfin, 15% souhaitent que les marques proposent des offres attractives. Les Français semblent donc prêts à adopter cette nouvelle manière de se connecter aux marques et de consommer. Logistique, les nouveaux standards à l'épreuve du dernier kilomètre, à lire sur e-commercemag.fr en date du 4 novembre. Satisfaction client, équilibre financier, impact environnemental, optimisation des stocks. La logistique du dernier kilomètre fait face à des enjeux très nombreux. La réponse diffère selon les stratégies des enseignes et des territoires. La livraison au domicile ou sur le lieu de travail reste prépondérante devant les points relais. Elle représente 80% de nos livraisons contre 20% pour les autres solutions déléguées à nos partenaires, déclare Geoffrey Junior Di Mello, directeur excellence opérationnelle DHL Express. Les derniers chiffres clés de la FEVAD le confirment. En 2021, 80% des e-acheteurs, les particuliers, ont été livrés sans se déplacer, 67% dans un lieu de retrait. Les délais paraissent stables, le standard s'établit autour de 72 heures, idéalement 48 heures, à condition de trouver la meilleure équation avec un coût le plus bas possible, note Bertrand Chabrier, directeur du développement de C-Log, Société Logistique et Transport, car au niveau du dernier kilomètre, le coût reste le nerf de la guerre. En France, sur ce marché très disputé, pas ou peu d'acteurs globaux. Seul Urbaï, filiale du groupe La Poste et de la Banque des Territoires, et Star Service semblent en avoir fait leur axe de positionnement. De nombreux acteurs locaux interviennent au niveau d'un segment ou d'une métropole. Il faudra du temps pour qu'un réseau mature se structure, estime Jérôme Libskind, expert en logistique urbaine e-commerce. La logistique du dernier kilomètre fait face à plusieurs enjeux. D'abord, offrir toujours plus de choix aux clients finaux. Le consommateur doit trouver le mode de livraison qui lui convient le mieux, à domicile, hors domicile, avec signature pour renforcer la sécurité, etc. Résume Benoît Huc, directeur commercial et marketing de Colissimo. Autre enjeu, contenir les coûts financiers et l'impact environnemental, puis accompagner le commerce omnicanal dans l'optimisation de ses stocks. Le temps réel, clé de succès du premier passage. La livraison réussie au premier passage représente un enjeu clé. Elle nécessite une information fluide. Les transporteurs se mobilisent. Ainsi, Colissimo s'engage à envoyer un message au destinataire du colis la veille de la livraison et à lui proposer de reprogrammer la date et le lieu du rendez-vous dans les 6 jours ouvrés. Un autre service, l'appel du facteur, généralisé au printemps sur l'ensemble du territoire, permet à celui-ci de prévenir le destinataire de la livraison imminente d'un colis n'entrant pas en boîte aux lettres ou nécessitant un traitement particulier. Depuis 18 mois, Colissimo a instauré le second passage systématique sans que les destinataires n'aient de démarche à accomplir. Nous gagnons 2 à 3 points de livraison réussis supplémentaires, se félicite Benoît Huc. Chez DHL Express, Geoffrey Junior Di Mello évoque la livraison à la demande qui offre aux destinataires plusieurs options de livraison et des notifications. Dès que le colis est expédié, le client final reçoit un message et peut choisir entre la livraison à domicile ou en point relais chez un voisin ou en consigne. Les expertises cherchent à rendre le destinataire, acteur de sa livraison. Le retailer et le transporteur doivent s'adapter à ces contraintes et non l'inverse, martèle Hervé Gouraud, directeur du développement commercial de GLS France. Le temps réel est devenu le Graal. Avec Uber Eats, les consommateurs ont pris l'habitude de suivre le trajet de leur repas. La dernière ligne droite génère du stress. Pour le compenser, l'information délivrée doit être la plus fine possible, poursuit-il. GLS vient de s'offrir Tous Facteurs, start-up logistique et digitale, afin de développer et de déployer son service Track and Engage, offrant un suivi interactif du colis 1h30 avant la livraison. Un SMS avec un lien hypertexte propose de géolocaliser le colis. Ce service marketing mobile payant répond aux attentes des clients, car près de 55% des personnes ouvrent le SMS le proposant et y restent connectés pendant près de 13 minutes selon Hervé Gouraud.
Les consignes au secours des points relais. Reconnus comme la solution la plus économique, la livraison en point relais trouve ses limites. Ainsi témoigne Jean-Sébastien Léridon, directeur général Relais Colis, 6300 points de vente, tombé dans le giron du groupe Walden. Nous devons pouvoir interagir avec le consommateur lorsque le point relais est saturé pour qu'il puisse choisir une option. Nous essayons d'inventer d'autres solutions en testant le relais chez les particuliers, mais cela reste délicat car ce service nécessite de la discipline au niveau des horaires. Dans certaines zones, le maillage en point relais ne suffit plus, dans d'autres, il manque. Relais Colis déploie des fermes relais en milieu rural et des consignes automatiques ailleurs. Une cinquantaine est active sur plusieurs centaines jugées nécessaires. Nous allons tester un modèle hybride en équipant certains points relais car la consigne isolée pose des problèmes en matière de gestion des colis, confie Jean-Sébastien Léridon. Mondial Relais, racheté par InPost, spécialiste de la consigne automatique, qui dispose de 12 000 points relais en France, a annoncé courant juillet avoir franchi le cap de sa 1000e consigne automatique multi-enseigne avec une installation dans un Lidl situé à Dunkerque. Decathlon, Leroy Merlin ou Auchan ont signé avec Kadian France pour développer des consignes automatiques. Les modèles installés à l'extérieur sont plébiscités car ils préservent la surface de vente et ne sont pas pénalisés par des horaires restrictifs, assure Aurélien Simon, chef de produit marketing Kadian France. Autre solution qui se développe, la livraison via réseau voisin relais. Géodis, GLS, DHL, Colissimo travaillent par exemple avec PicMe qui revendique un potentiel de 80 000 voisins relais de confiance. À date, Geoffrey Junier d'Imelo recense 1500 voisins relais actifs avec DHL. Ce type de service s'installe dans le paysage. Sa percée est fulgurante entre novembre 2021 et juin 2022, il a pris 4% des parts de marché chez nous et fait figure d'avenir car il génère très peu d'échecs, ajoute-t-il. Colissimo teste ce service à Paris et dans une dizaine de communes de Seine-Saint-Denis. Avec seulement un mois de recul, Benoît Huc voit déjà des signaux positifs. Les clients apportent une note de 9,7 sur 10 en termes de satisfaction et semblent déjà à l'aise avec l'idée de faire livrer leurs achats chez un voisin de confiance. L'offre pourrait être progressivement étendue. Les transports doux sillonnent les villes. La logistique urbaine s'embarque du sujet environnemental et prône la mobilité douce, réglementation, coûts, difficultés de stationnement. Les chargeurs ne souhaitent plus entrer dans les villes. Nous leur proposons de nous confier les marchandises et de massifier les livraisons en centre-ville grâce au mode doux, explique Delphine Janico, directrice marketing et communication d'Urbaï. Les camions sont tenus à distance et n'effectuent plus le dernier kilomètre. Les spécialistes de la logistique urbaine verdissent leur flotte, du vélo cargo aux 19 tonnes, pour répondre aux critères d'éligibilité des zones à faible émission mobilité. Urbaï a fait ainsi l'acquisition de 137 véhicules à faible émission, quand Star Service annonce l'acquisition de 200 nouveaux véhicules électriques composés à 90% de véhicules utilitaires et à 10% de triporteurs à assistance électrique. Et font appel à ses partenaires. Dans les grandes villes, les startups de logistique urbaine fleurissent. Stuart, présente dans une soixantaine de villes en France. V-Love Cyclo Logistique dans une dizaine d'agglomérations, Diligo à Paris, ULS à Strasbourg, etc. Résultat, dans le cœur des villes, marcheurs, cyclistes, livreurs, scooters électriques et véhicules propres se croisent et se recroisent. Massification des livraisons versus optimisation des stocks, la logistique urbaine redessine le paysage, les entrepôts de proximité émergent, l'objectif étant de rapprocher les colis de leurs destinataires. Nous développons deux types d'infrastructures, des centres de mutualisation de 2000 à 4000 m2 implantés à l'entrée des agglomérations, chargés de la réception et de la réorganisation des flux, et des espaces logistiques urbains de 200 à 500 m2 en centre-ville, précise Delphine Janico. Urbaï présent dans 23 villes de plus de 150 000 habitants d'ici 2025. Notre modèle répond aux enjeux environnementaux en décongestionnant les villes et les coûts, en rationalisant les livraisons. Il va dans le sens du commerce omnicanal, les enseignes ayant davantage intérêt à ouvrir les showrooms en zone urbaine plutôt que des magasins d'entrepôt, argumente-t-elle.
En toile de fond, l'opposition du prix au mètre carré commercial versus celui du prix du mètre logistique. Néanmoins, plusieurs modèles cohabitent et les avis divergent. Installer plusieurs entrepôts de proximité permet de réduire des coûts de transport, mais attention à la fragmentation dans certains entrepôts et de pénurie dans d'autres, prévient Bertrand Chabrier. Cet expert préfère le click and collect, le retrait en magasin, au ship from store. Le point de vente sert de petit entrepôt qu'il considère comme trop onéreux. Cette pratique s'intensifie. Nous organisons des passages dans les points de vente pour des collectes quotidiennes ou occasionnelles. Ce service remporte un véritable succès. Le nombre de clients a augmenté de 50% en année, indique Benoît Huc. L'omnicanalité engendre les deux formules et nécessite un stock unifié. Celog a inauguré un site logistique à Poupry, dans la région d'Orléans, dédié au commerce en ligne, qui permet de garantir une livraison à 10h du matin pour toute commande passée avant 19h la veille. Le logisticien en charge du groupe Beaumanoir a implanté le logiciel d'Order Management System, l'OMS, de l'éditeur KRBW pour un pilotage centralisé des stocks déportés. Les algorithmes calculent suivant le coût du transport, les délais et de la préparation et de la complétude de la commande. Quel est l'entrepôt le mieux placé pour expédier la commande, précise Bernard Chabrier, l'OMS, comme l'arbitre du match du dernier kilomètre. Carrefour, Alexandre Bompard présente son plan de conquête pour 2026 à lire sur LSA. En date du 8 novembre, le PDG du groupe Carrefour annonce un rythme d'investissement plus élevé, 2 milliards par an au lieu de 1,7, pour déployer un plan ambitieux. Moins de produits, mais plus de marques propres, plus de magasins discount et en franchise, plus de pays, mais aussi toujours plus d'économies. Explication. Deuxième quinquennat pour Alexandre Bompard, deuxième programme, c'est au siège de Carrefour, à Massy-Palaiseau, au sud de Paris, que le PDG de 50 ans, cette année, a présenté sa feuille de route jusqu'en 2026. Un plan de conquête, a-t-il souligné dans un communiqué de presse paru ce 8 novembre au matin, avec des objectifs granulaires, quantifiés, opérationnels et financiers, mais aussi sociétaux. Il faut satisfaire beaucoup de monde, 370 000 salariés dans le monde, des actionnaires aussi variés que la famille Moulin, propriétaire des Galeries Lafayette, que le milliardaire brésilien Abilio Diniz, et des investisseurs qui voient le cours de bourse osciller entre 16 et 20 euros ces 5 dernières années. 40% de marques propres. Alors, Carrefour 2026 a un plan créateur de valeur pour tous, signale Alexandre Bompard dans le communiqué. Mais encore, la liste des questions est longue et s'appuie sur les principaux thèmes déployés cette année, ces dernières années. Devenir le leader de la transition alimentaire et être une digital retail compagnie. Concrètement, cela commence par l'offre structurante. En cette période de retour à une forte inflation, mieux vaut miser sur les marques propres, dont Carrefour maîtrise le prix et source de marge. Le pionnier des marques maison, les produits libres ont été créés dès 1976, se fixe pour objectif d'arriver à 40% du chiffre d'affaires alimentaire réalisé avec elles, contre 33% aujourd'hui. Leur qualité sera encore améliorée avec le retrait de 2600 tonnes de sucre, de 250 tonnes de sel et de 20 nouvelles substances controversées, dixit le communiqué. Cela vaut aussi pour le non-alimentaire, le point faible de Carrefour et des hypermarchés. La marque propre devra peser 50% du permanent en 2026 contre 32% aujourd'hui. Résultat, l'assortiment sera réduit de manière assez conséquente, moins 20% en alimentaire, moins 40% sur le non-permanent, sur le permanent en non-alimentaire. La fin de l'abondance. 8 milliards d'euros pour l'agriculture durable. Le propre d'un distributeur, c'est bel et bien de s'adapter aux tendances de consommation, et Alexandre Bompard entend bien répondre aux demandes de produits plus locaux. Objectif pour 2026, arriver à 50 000 producteurs partenaires, soit 11 000 de plus par rapport à 2022, doubler les approvisionnements de fruits et légumes en circuit court, multiplier par 5 les ventes en vrac pour atteindre 150 millions d'euros, lancer un format de primeur frais, Potager City, en France, et augmenter à 500 millions les ventes de produits d'origine végétale en Europe d'ici 2026. C'est soit 65% d'augmentation par rapport à 2022. Au total, le groupe compte réaliser 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec des produits certifiés durables, soit 40% de plus qu'aujourd'hui. Atacadão,
en France en septembre 2023. Le Brésil fait partie des moteurs de la croissance de Carrefour. Alexandre Bompard a donc eu l'idée d'importer en France le format gagnant de ce pays, Atacadão. Le premier ouvrirait en Île-de-France à l'automne 2023. Au Brésil, l'enseigne se fixe pour objectif d'en ouvrir 20 à 30 par an, ce qui porterait le parc à 470 magasins d'ici 2026. Et Supeco, autre enseigne discount, devrait atteindre un parc de 200 magasins, notamment en Espagne. Enfin, parce qu'on ne lâche pas un format gagnant comme la proximité, 2400 ouvertures sont prévues d'ici 4 ans, essentiellement en franchise. Du côté des hypermarchés, au cœur de notre écosystème omnicanal, Carrefour va déployer sa méthode de compétitivité et de productivité maxi, testée avec succès depuis un an, qui recentre les magasins sur les besoins clés de leurs clients en fonction de chaque zone de chalandise. Par exemple, avec une offre alimentaire adaptée et simplifiée, en commençant par une redéfinition des assortiments avec la data, la visibilité et disponibilité accrue de la marque Carrefour et des premiers prix et des conditionnements adaptés. Développement d'une gamme complète de produits du monde. Cela s'accompagne d'une réduction de 20% des assortiments permettant d'améliorer la lisibilité des rayons, massifier les achats et simplifier les opérations comme celles de gestion des stocks, flux logistique et mise en rayon notamment. Ou encore un non-alimentaire massifié et plus lisible par une augmentation de la part des produits de marque propres à 50% et une réduction des assortiments sur le permanent. Un ROC à 200 millions d'euros pour le e-commerce. Il y a un an, Alexandre Bompard avait présenté sa vision du digital. Attendu sur le sujet, il reste sur un objectif d'un volume d'affaires de 10 milliards d'euros d'ici à 2026, soit le triple d'aujourd'hui, et espère un résultat opérationnel courant, ROC, de 200 millions d'euros à cet horizon. Les clients omnicanaux se révélant plus fidèles, il s'agit d'en convaincre un plus grand nombre, 30% en 2026 contre 11% aujourd'hui. Pour y parvenir, Carrefour va continuer à enrichir son écosystème omnicanal et en particulier ses applications. Le niveau encore plus élevé du free cash flow pourrait lui permettre de continuer à prendre des participations dans des startups. Carrefour annonce également la création d'une joint venture avec Publicis pour créer un leader du retail média. 10 nouveaux marchés à l'international. Certains analystes attendent un repli à l'étranger, notamment en Europe, où le groupe est présent en Roumanie, en Italie et en Pologne. Pour l'instant, il est plutôt question de développement en franchise sur 10 nouveaux marchés d'ici à 2026, prioritairement en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine, ce qui n'empêche pas une politique de compression des coûts qui va continuer quasiment au même rythme que sur les 5 dernières années, de l'ordre de 4 milliards d'euros sur la période qui s'annonce. Carrefour aime bien un mot, la mutualisation des fonctions et notamment réduction des effectifs dans les sièges, mutualisation des achats. Objectif, renforcer les achats à l'échelle européenne grâce à la création de la centrale Eureka. Sobriété énergétique et plan d'actionnariat salarié. Enfin, dans le contexte actuel, Carrefour ne peut pas ignorer les coûts liés à l'énergie. La feuille de route est claire, baisser la consommation d'énergie de 20% en France dès 2024 et dans les autres pays d'ici 2026. 4,5 millions de mètres carrés de panneaux solaires seront installés. La responsabilité d'une entreprise de cette taille passe évidemment par de multiples engagements sur la transition climatique, réduction de 50% du gaspillage alimentaire, 80% de catalogues digitalisés d'ici 2024, 100% des déchets en magasin valorisés. Depuis 2020, le groupe s'est fixé pour objectif de baisser de 1,5 degré ses émissions directes et incite ses 100 premiers fournisseurs à en faire autant, faute d'être déréférencés. En 2023, le groupe lance un plan d'actionnariat à destination de ses salariés dont les fonds collectés seront affectés au financement des projets RSE. La boucle est bouclée. Sarenza, racheté par le groupe Beaumanoir, à lire sur e-commercemag.fr en date du 2 novembre. Le groupe Beaumanoir confirme le rachat du site français de vente de chaussures et de vêtements Sarenza auprès du groupe Monoprix. Ce rapprochement répond à la stratégie de développement de l'offre e-commerce du groupe de prêt-à-porter pour s'imposer comme la principale marketplace lifestyle française. Nouveau rachat pour Sarenza. L'acquisition de Sarenza vient compléter le savoir-faire du groupe grâce aux synergies possibles avec nos autres marques. Nous avons désormais toutes les clés en main pour faire de Sarenza la plateforme e-commerce incontournable de la chaussure et du prêt-à-porter, se félicite Roland Beaumanoir. L'e-commerçant permet au groupe Beaumanoir d'être positionné
sur 4 segments, la mode à petit prix pour toute la famille avec la halle, la mode accessible avec Cache-Cache, Bonobo et Bréal, le premium accessible, très féminin et plus urbain avec Morgane et Carole, et enfin la chaussure et la mode en ligne avec Sarenza. Cette nouvelle acquisition est particulièrement stratégique pour notre développement, déclare Jérôme Driano, CEO du groupe Beaumanoir. Elle est l'aboutissement d'une démarche d'investissement dans le digital et l'omnicanal démarrée il y a de nombreuses années. Toutes nos marques, Cache-Cache, Bonobo, Bréal, Carole, Morgane et La Halle, pourront également bénéficier du rayonnement de Sarenza sur le marché de l'e-commerce, et Sarenza pourra bénéficier d'un maillage physique puissant pour ses livraisons. Parallèlement, notre connaissance du marché et notre savoir-faire en logistique profiteront à Sarenza. Fondé en 81, le groupe Beaumanoir est un acteur majeur de la mode en France avec un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros sur son exercice fiscal 2022 et plus de 13 000 collaborateurs à travers le monde. Il rassemble plus de 2400 points de vente, dont 445 magasins Cache-Cache, 360 Bréal, 400 Bonobo, 390 points de vente Morgane, 460 magasins Carole et 335 magasins de son partenaire La Halle. Made.com en faillite vers le rachat par le groupe Next, à lire sur siècledigital.fr en date du 10 novembre. Made.com a annoncé mercredi 9 novembre dans un communiqué que 3 opérateurs de PwC ont été nommés afin de gérer la liquidation. Ces derniers ont passé un accord avec Next, l'un des plus grandes chaînes de magasins, qui va récupérer la marque, les noms de domaine et la propriété intellectuelle. Du succès à la ruine. Fondé en mars 2010, Made.com, spécialisé dans la vente de meubles en ligne, s'est imposé comme une référence dans le secteur du design d'intérieur. L'entreprise basée à Londres était implantée dans 8 pays européens, à savoir le Royaume-Uni, la France ou encore l'Allemagne. Un peu plus tôt dans l'année, face à la baisse de la demande, Made.com avait averti ses investisseurs qu'elle évaluait différentes options stratégiques afin de redresser la barre. Cela ne semble pas avoir été suffisant car la société, au bord de la faillite, a déclaré le 26 octobre que les négociations avec de potentiels repreneurs avaient été interrompues et qu'elle ne prenait plus de nouvelles commandes. L'ancien PDG et cofondateur Ning Li, qui a quitté l'entreprise en 2017, a fait part de son mécontentement. Il a indiqué dans une lettre qu'il avait fait 3 offres pour acheter la société, mais que malheureusement ma proposition n'a pas été acceptée. Apparemment, il serait préférable de démanteler l'entreprise et de la vendre en morceaux pour générer un peu plus de cash. Cela n'a aucun sens pour moi, mais je voulais que vous sachiez que j'ai vraiment essayé. Quel avenir pour l'entreprise Made.com? À l'heure actuelle, ce sont 500 employés de la marque qui demeurent menacés. Le groupe britannique Next n'a fait aucun commentaire quant à l'avenir de ses salariés. La présidente de Made.com, Suzanne Given, a déclaré être profondément déçue d'en être arrivée là et de voir comment cela affectera toutes nos parties prenantes, y compris les employés, les clients, les fournisseurs et les actionnaires. La société est entrée à la Bourse de Londres en juin 2021 à une valorisation d'environ 775 millions de livres. À cette époque, ses actions s'échangeaient à hauteur de 200 pennies. Aujourd'hui, son action a perdu plus de 90% de sa valeur, ne valant plus désormais qu'un demi-penny. Cette dégringolade s'explique par la baisse de la demande en raison notamment de l'inflation qui touche de nombreuses entreprises et de la perturbation mondiale des chaînes d'approvisionnement. Les nombreuses commandes payées mais pas encore acheminées ne seront pas finalisées, a indiqué un membre de PwC, sans dire si les clients seront remboursés ou non. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.